qualité est pas au top, a priori. Ok. Bon, du coup, allons-y. Donc, on en était où? On en était à... On allait ramener la question de calculer n'importe quelle fonction de mots d'un alphabet fini, de mots finis sur un alphabet fini vers des mots finis sur un autre alphabet fini. On allait se ramener à vers l'ensemble, oui, non. Donc, on allait ramener les questions de calcul dans toute généralité aux questions de décision. Ok, donc on avait défini f'. Donc moi, ce que je prétends, c'est que si on a un f à calculer, en fait, on peut tout aussi bien, si on sait calculer f' par une méthode de calcul effective, en fait, on sait calculer f par une méthode de calcul effective, et l'inverse est vrai aussi, si on sait calculer f par une méthode de calcul effective, on sait calculer f' par une méthode de calcul effective. Du coup, calculer de façon effective ou décider de façon effective, c'est équivalent. Alors, je vous montre ça vite fait. Donc, d'abord, si on sait calculer f, pourquoi est-ce qu'on sait bien calculer f'? Ça, c'est censé quand même être le plus évident. Donc, si on sait calculer f avec une méthode effective, si on sait calculer f, entre parenthèses, avec une MCE, méthode de calcul effectif. Si on sait faire ça, alors on peut calculer f' de la fonction suivante. D'abord, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie que l'entrée x, on calcule, donc on vérifie que son entrée x, on vérifie que x contient exactement un char, un dièse. Exactement un dièse, première chose. Sinon, si ce n'est pas le cas, on répond non direct. Sinon, on répond non. S'il y a exactement un chat, donc on calcule f de W1 par une méthode de calcul effectif pour f, où W1 est ce qui précède le dièse dans x. Okay. Et petit 2, c'est complet. On vérifie. Une fois qu'on a le résultat, f de W1, on vérifie que f de W1 est bien égal à W2, où W2 est ce qui suit le dièse dans x. Ok? Un peu évident. Si vous savez calculer f et que je vous donne un truc qui est censé être de la forme un mot dièse un mot, alors déjà, vous vérifiez que c'est bien de cette forme-là. Vous regardez qu'il y a un unique dièse dans x. Vous prenez ce qu'il y a avant, vous calculez f de ce machin-là et vous regardez que c'est bien égal à W2. C'est ça la définition de f'. Si c'est le cas, vous répondez oui. Sinon, vous répondez non. Donc là, si f de W1 égale W2, on répond oui. On répond oui. Sinon, on répond non. Ok? Donc là, on répond toujours quelque chose. On répond non, on répond oui ici, on répond non. Ok? Donc, si j'ai. Donc, ça, c'est. Ah, il faudrait que je vous convainque. Que ça, c'est une méthode de calcul effectif quand même.
Pour l'instant, je n'ai pas donné vraiment de définition formelle. Donc, on va rester dans le vague de l'intuition qu'on a donnée précédemment. Pour voir que c'est effectif, moi, j'ai supposé qu'on avait une méthode de calcul effectif pour f. Donc, cette partie-là, pas de problème, c'est effectif. Donc, il n'y a que deux trucs où il faut que je vérifie que j'ai une méthode effective. D'abord, pour voir s'il y a un chat dans l'entrée, et un seul. Bon, ça, vous pouvez vous douter que je peux l'écrire de façon totalement bébête. Je veux dire, tu prends la première lettre, tu regardes si c'est chat, tant que tu n'es pas au bout du mot, tu fais ça. Tu regardes la lettre que tu es, si c'est chat, tu comptes 1, et si c'est pas chat, tu passes à la suivante, et si c'est pas chat, tu passes à la lettre suivante. Et puis, si jamais le compteur il est plus grand que 1, tu dis non, et si jamais il termine sur 1, tu dis oui. Okay. Ça, c'est une méthode de calcul effectif pour, étant donné un mot, décider s'il contient un et un seul chat. Donc ça, oui, on peut le faire de façon effective. À vérifier l'égalité, c'est pareil, c'est aussi bête. Vous avez deux trucs, on n'a qu'à vérifier lettre par lettre que ce sont les mêmes. Donc ça, on se doute bien qu'on va être capable de faire des méthodes de calcul effectifs pour ça. Parce que si on n'est pas capable de faire ça, il y a un souci sur notre définition de méthode de calcul effectif, la définition formelle qu'on va adopter, parce que ça, on est vraiment capable de le faire par l'ordinateur. Et nous, on a quand même ambition que par la définition formelle qu'on va prendre comme méthode de calcul effectif, thèse de Church-Turing, c'est censé être tout ce qu'on peut calculer. Donc, il y a au moins un truc qu'on sait qu'on peut calculer de façon effective, c'est ce qu'on calcule avec les ordinateurs, ce qu'on fait sans arrêt. Donc, oui, la définition, elle doit inclure à minima ce qu'est capable de faire un ordinateur. Évidemment que vous pouvez faire ça et ça par un ordinateur. Okay. Dans n'importe quelle méthode de calcul effectif qu'on va prendre, si on prétend comme le dit la thèse de Church-Turing, qu'elle décrit tout ce qu'on peut calculer, évidemment que ça doit rentrer dans le cadre de la méthode de calcul effectif. Du coup, si on en a une pour f, tout le reste étant basique, on en a une pour f'. Okay. Ouais, alors on peut calculer f' de la façon suivante. Et c'est bien une méthode de calcul effectif. Ok, maintenant je fais l'autre truc. Je fais, si je sais calculer f', est-ce que je sais calculer f? Si on sait calculer f' par une inclus 2, alors on calcule f de la façon suivante. C'est comment ces numéros, c'est pas qui correspondent à rien en fait. Il y a trois trucs à faire. On calcule f de la façon suivante. Comment est-ce qu'on s'y prend? Alors maintenant, c'est le sens difficile. Okay, parce que là, bien sûr, qui peut le plus peut le moins. Si je sais calculer une fonction de n'importe quoi dans n'importe quoi, bon, mais je vais arriver à décider avec. Bon, sauf que là, c'est quand même une fonction particulière définie par rapport à elle. Mais dans l'autre sens, c'est moins évident. Parce que là, on dit, je me donne uniquement la possibilité de calculer une fonction qui répond oui/non, et moi, je veux calculer un truc complètement général. Comment je vais faire? Comment je vais faire en répondant de oui/non pour calculer un truc complètement général? Oui, parce que moi, on l'a fait plusieurs fois. Bien sûr. Genre, est-ce que c'est vert? Si oui, on divise par 2, puis rebond si c'est vert, puis on divise par 3. Attends, pourquoi diviser la manière sur un exemple particulier? Là, c'est pas des nombres, c'est des mots. C'est des mots de sigma étoile. Non, mais c'est sur la voie. Vraiment, tu es sur la bonne voie.
Mais là, il n'y a pas d'histoire de nombre, il n'y a pas d'histoire de diviser. Mon problème, je ne sais pas trop ce que c'est, tu vois, quand est-ce que je réponds oui, que je réponds non. Je suis avec des mots finis sur un alphabet fini. Je sais dire si oui ou non le mot, un mot est l'image de l'autre par cette fonction f. Et maintenant, je veux calculer f. Comment m'y prendre? Ah, et voilà, j'ai oublié d'admettre déjà. Hop, désolé de vous avoir fait attendre. Je n'ai pas réussi à désactiver ce truc, en fait. Je ne sais pas comment le désactiver. Vous savez comment le désactiver pour faire que tout le monde puisse rentrer sans demander? Non, pas grave. Alors, comment est-ce que je fais? Je sais répondre si oui ou non un mot est l'image de l'autre par la fonction f, et maintenant, je veux calculer f. Ouais. Exactement. Et pourquoi c'est possible? Ouais, mais ça c'est anecdotique. Évidemment qu'on peut que la fonction, une fois qu'on a la méthode à disposition, on peut l'appliquer autant de fois qu'on veut. Je ne sais pas qu'un besoin avant de l'appliquer. Mais pourquoi est-ce que je peux tester tous les mots? Il m'a dit on teste sur tous les mots. Pourquoi c'est faisable de tester sur tous les mots? Ben, vous avez de la chance que ce soit des mots. Parce que si vous pouvez tester pour tous les réels, quel est le problème si vous testez pour tous les réels? Ça, c'est important que vous gardiez en tête, parce que c'est un petit peu le seul truc à retenir de toutes les heures qu'on a fait avant. Pourquoi c'est un problème si je voulais faire un traitement pour tous les réels, pour chacun des réels? Parce que c'est infini, mais là, on a précisé là depuis. Hein. On n'est plus à savoir si c'est fini ou infini. Voilà, c'est dénombrable ou c'est indénombrable. Donc, R, c'est indénombrable. On a galéré pour montrer ça. Mais la conclusion, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas passer dénombrable, c'est pareil qu'énumérable. Dénombrable, c'est vous pouvez passer sur chaque objet un par un, en n'en oubliant aucun. C'est juste que vous faites une suite infinie, mais un jour, vous arriverez sur n'importe lequel. Donc, R, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, si vous voulez dire, je vais considérer un par un tous les nombres réels, perdu. Vous ne pouvez pas considérer un par un tous les nombres réels. Il n'y a pas de façon d'énumérer tous les nombres réels. Ça n'existe pas, c'est ça qu'on a montré avant. Parce que si ça existait, procédé d'extraction diagonale, c'est absurde. Par contre, pour les entiers, ça marche. Pour les couples d'entiers, ça marche. Pour les mots finis sur un alphabet infini, ça marche. D'accord? Donc là, dans quel cas je suis que ça marche? Le cas le plus simple. Mots finis sur un alphabet fini. Je peux tous les énumérer. Comment? J'énumère d'abord tous les mots de taille 1, tous les mots de taille 2. Et comme c'est sur un alphabet fini, il n'y a qu'un nombre fini de possibilités à regarder pour la première lettre, pour la deuxième lettre, pour la troisième lettre, etc. Donc comme ça, je peux énumérer d'abord taille 1, taille 2, taille 3, taille 4, taille 5. Donc bref, les mots, là on est dans sigma étoile, c'est mots finis sur un alphabet fini, c'est énumérable. D'accord? Donc c'est ça que je fais. Je les considère un par un, comme tu as dit. Mais au fond du fond, pourquoi je peux le faire? Parce que c'est dénombrable. Si c'est dénombrable, je peux le faire. Si ce n'est pas dénombrable, ça n'existe pas, cette énumération. Donc là, ça existe. Une énumération qui va passer sur tous une fois. Donc, on peut énumérer les mots. On énumère les mots
W de sigma étoile. Pourquoi? Parce que c'est dénombrable. Tout ça? Ici, là? On énumère, j'ai marqué. C'est la méthode. La méthode, elle fait ça. Elle énumère. Donc là, en fait, on veut calculer f, ça veut dire qu'on se donne un W, on veut calculer son image. Okay? Donc en fait, le W, c'est W1. OK? Non, pardon, on se donne un X alors. Ouais, on se donne un X, on veut calculer son image. Pardon. F, c'était défini comme ça. L'entrée de F, c'est X. Donc, on se donne un X. On se donne X et on veut calculer F de X. OK? D'abord, on énumère tous les mots W de sigma étoile. C'est tous les candidats à F de X. F de X, il est où? Il est dans la deuxième partie. Et pour chaque mot W, qu'est-ce que je fais? Pour chacun d'eux, je calcule F', c'est que ça que je sais calculer, de X, c'est le premier mot, Z, W. Je vérifie, est-ce que W, c'est l'image de X par F? C'est ça que fait F'. F' de X, Z, W. Elle vérifie, est-ce que F de X est égal à W? Et j'ai supposé que F', je sais bien la calculer par une méthode de calcul effectif. OK, je calcule ça. Et du coup, deux trucs. Si je trouve que c'est oui, alors je réponds quoi? Est-ce qu'elle répond F? C'est quoi la réponse de F? Et sinon, je réponds quoi? Alors, qu'est-ce qu'elle répond F? F, on lui donne un X. Elle répond quoi? Elle répond F de X. Et là, c'est quoi F de X? Là, vous êtes largué. Là, il n'y a aucun challenge. Des fois, je vous challenge. Et là, je ne vous challenge pas. Il n'y a rien. C'est juste voir si vous comprenez la suite de symboles que j'écris sur le tableau. Dans ce cas-là, c'est quoi la réponse au problème? Si f' de x égale w égale oui, alors c'est que f de x, c'est quoi? C'est w. Donc je réponds w. Moi, c'est ça rendu. D'accord? Et que je peux calculer f de x. Donc je réponds w. Si jamais j'ai trouvé que. Donc j'énumère w. Si j'en trouve un tel que f' de x w égale oui, alors c'est bon, c'est lui que je cherche, c'est w. Okay? Et sinon, eh ben, je continue l'énumération. On continue à énumérer, on passe au prochain mot. On continue à énumérer les mots W de sigma étoile. Okay? Est-ce que ça, c'est une méthode de calcul effective? Par exemple, énumérer tous les mots de sigma étoile. On a dit, bon, c'est dénombrable, donc il existe une suite qui se base sur tous les mots. Ok, c'est gentil, il existe une suite en mathématiques, dans la philosophie, dans la littérature, dans la vie. Bon, moi, je veux maintenant savoir si c'est effectif. Quelqu'un de bêtement discipliné peut le faire à ma place, comme une machine, par exemple. À votre avis, est-ce que je peux énumérer
Eh bien, revenez toujours à l'exemple que vous connaissez d'un truc bêtement discipliné. C'est notre ordinateur, ok? Donc, est-ce qu'un ordinateur, avec, vous sentez d'énumérer tous les mots finis sur un alphabet fini? Ben oui, on a écrit ce genre de programme ensemble, d'accord? On fait tant que vrai, la taille, on les énumère avec pour chaque taille, et donc voilà, pour chaque taille, on fait une boucle sur chaque lettre pour le numéro. Donc oui, ça, on peut le faire avec un ordinateur, énumérer tous les mots, d'accord? Une boucle sur la taille, qui va avec les 10, c'est la taille finie. Pour chaque taille fixée, on fait une boucle sur chacune des lettres pour énumérer toutes les possibilités pour cette lettre. Okay. C'est basique. Donc ça, oui, c'est bon. Ça, c'est faisable par une MCE. Super. Calculer F'. On a supposé justement qu'on avait une MCE pour faire ça. Ça, c'est par hypothèse. On a une MCE pour faire ça. Méthode de calcul effective, c'est bon. Ensuite, tester si la réponse. Donc, on calcule la réponse. Tester si c'est oui ou si c'est non. Bon, évidemment que ça, c'est la MCE. Tester si c'est oui ou c'est non. On a dit, c'est peut-être lettre à lettre. Je réponds W, mais c'est juste que j'écris W, je ne sais pas quelle est la méthode d'écriture. Sinon, je continue à énumérer. Sinon, ça veut dire, en fait, tu l'as dedans. Ce n'est même pas un vrai sinon pour l'écrire. Mais en vrai, le truc, c'est que je continue mon énumération dans mon programme d'énumération. Donc oui, évidemment que ça, c'est trivial ici. Ça, c'est on peut faire par une méthode de calcul effectif. C'est un peu des bêtes, il suffit de savoir faire le test. Est-ce que c'est égal ou pas? C'est bon alors. Si je sais faire F' par une méthode de calcul effectif, je sais calculer F par une méthode de calcul effectif. Donc là, normalement, vous devriez être bien convaincu. Une fonction f de sigma étoile dans sigma étoile est calculable si et seulement si une certaine fonction f' de décision est calculable. Donc maintenant, si je veux caractériser tout ce qui est calculable dans l'absolu, je peux soit m'intéresser aux fonctions calculables en général, soit m'intéresser aux fonctions de décision, c'est pareil. Si on est capable de classer quelles fonctions de décision sont calculables et lesquelles ne sont pas, eh bien, par cette correspondance, on aura quelles fonctions générales sont calculables et quelles ne sont pas. Celles pour lesquelles la fonction de décision associée est calculable sont calculables, celles pour lesquelles elle n'est pas calculable, elle n'est pas calculable. Il y a complète équivalence entre la calculabilité de f et la calculabilité de f'. Êtes-vous convaincu de ça? J'espère que ça vous convainc, sauf qu'il y a un petit truc qu'on n'a pas vérifié. On s'est occupé de savoir là, si la méthode de calcul effectif elle existait, est-ce que c'était des opérations directement implémentables sur une machine. On a répondu oui, mais il y a un deuxième point à vérifier. C'est quoi? Oui. Si on sait vraiment calculer non, ça c'est une hypothèse, d'accord? C'est juste pour dire que c'est équivalent de calculer le F et le FT. Donc ça, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Ça, c'est par hypothèse. Mais pour dire qu'on a une méthode de calcul effective, il faut deux choses. Le fait que les opérations soient assez basiques pour être faites par une machine et que ça termine toujours. Alors là, c'est pas trop occupé. Peut-être que ça termine toujours. Alors ici, c'est évident que ça termine toujours parce qu'il n'y a pas de truc qui pourrait faire non-terminaison. Il n'y a pas de boucle. C'est juste on lit l'entrée entièrement, l'entrée est finie, donc oui, ça termine. Mais là c'est moins clair. Parce que l'énumération de tous les mots, elle finit pas elle. On les énumère jusqu'à la nuit des temps. Donc il va falloir quand même que quelque part, il y a un truc qui fasse que ça termine.
Alors, qu'est-ce qui fait que ça termine? Ça termine quand? Quand est-ce que ce calcul-là va terminer? Donc, pour dire autrement, vous voyez où est le problème, même peut-être vous voyez où est le problème, mais si vous voyez où est le problème, la solution elle est assez différente. Si j'enlève la deuxième partie là, de l'algorithme, j'enlève ça, je fais que la première partie là, on énumère les mots W de sigma étoile. Alors là, ça ne termine pas, d'accord? Les mots, on les énumère, il y en a toujours un point itéré, on les énumère jusqu'à l'infini. Ça ne termine pas. Donc, ce qui fait que ça termine, c'est bien un truc qui se passe dans la deuxième partie. Quand est-ce que ça va terminer? Je passe sur mes mots oméga W un par un. Pour quel mot W, c'est bon, ça va s'arrêter. Quand est-ce que vous pouvez garantir ça? Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Un x qui est égal à W, c'est pas vraiment ça qu'on cherche. Regarde le test qu'on fait. Ouais. C'est-à-dire. Oui, mais f' de xw égale oui. Si je retrace ça, c'est quoi? Ça nous intéresse. Nous, on cherche à calculer f. Donc, il y a toujours un w pour lequel f de x égale à w. C'est exactement ça, f' de x égale w. Ok, d'accord? C'est une autre façon d'écrire f de x égale w. Okay? Donc, il y a toujours un w qui va être l'image de x. C'est pour ça que ça s'arrête. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y a toujours un w qui va être l'image de x? Est-ce que vous êtes sûr de ça? Est-ce que pour n'importe quelle fonction f et n'importe quel x, il y a toujours un w qui est l'image de x par m? Pas tout à fait, mais il y a l'idée. Il faut que tout le monde ait une image. Tout le monde ait une image, ça ne s'appelle pas une surjection. Mais il faut que tout le monde ait une image. S'il y en a qui n'ont pas d'image, ben non, ça n'arrive pas. Vous vous rappelez mes diagrammes de correspondance entre E et F et l'ensemble de départ et d'arrivée. S'il y en a dans l'ensemble de départ qui n'ont pas d'image, c'est perdu. Et lui, il n'a pas d'image. Donc pour lui, il n'y a pas de W tel que f de x égale W. Donc nous, on énumère là les trucs de f. C'est gentil, mais s'il n'y en a aucun qui est l'image du type qui nous intéresse, ça ne va pas s'arrêter. Donc c'est pas vrai que ça s'arrête tout le temps. Il faut une petite précaution de plus. C'est pas pour une fonction en fait, c'est pour une fonction telle que tout le monde a une image. C'est ça qui n'est pas une surjection. C'est un peu à l'envers d'une surjection. Surjection, c'est quand ici tout le monde est atteint ici. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord que tout le monde est touché ici. Ça s'appelle comment ça? Une application. Donc en fait, ça ne marche pas vraiment pour S fonction, ce que j'ai raconté, ça marche pour S application. Okay?
Ça marche pour les f tel qu'il y a toujours une image. Mais je vous avais dit au début, je n'étais pas conscient de cette spécificité. Mais au début, je vous avais montré que si j'ai une fonction qui est définie, je peux toujours en faire une application de façon triviale. Je rajoute le symbole autom, qui veut dire indéfini. Et là, de ma fonction, à tous ceux qui n'ont pas de truc, je rajoute un symbole qui dit indéfini. Auquel cas, je transforme mes fonctions en application. Donc, cette équivalence, quand même, elle est vraie pour les applications. Seulement pour les applications. Si vous voulez faire ça pour une fonction, peut-être qu'il y a certains trucs, si au milieu, vous tolérez des trucs qui n'ont pas d'image, ça ne marche pas. Okay, il faut que tous les trucs aient une image. Donc, en fait, on ne parle pas vraiment des fonctions calculables, on parle des applications calculables. Ok, donc si je fais cette modification, toute application, une application quelconque, sigma étoile, est calculable si et seulement si l'application f' qui est définie comme ça, qui est de décision, elle, est calculable. Donc il y a bien équivalence entre les applications calculables et les applications de décision calculables. Et il faut prendre la précaution que les fonctions soient toujours définies. Que ce soit des fonctions de décision ou pas de décision. Ça nous empêcherait de jouer avec des fonctions pour lesquelles la réponse c'est pas oui ou pas non. Que ce soit défini, pour chaque entrée, il y a une réponse définie. Oui ou non, ou alors une valeur attribuée. Ok. Bon. Dernière petite transformation de vocabulaire, et après, c'est bon, on part sur le bon truc. En fait, on va, pour les applications de décision, là, on ne va jamais parler des applications. On parle que des langages décidables. Donc, à la fin, on fait comme ça. Finalement, on peut définir, donc on ne s'intéresse plus qu'aux trucs de décision, d'accord? Plus qu'aux applications de décision. On peut définir une application F de sigma étoile dans Windows par l'ensemble des mots, par l'ensemble, par le sous-ensemble. Sous-ensemble des mots de sigma étoile. Par le sous-ensemble des mots de sigma étoile, des mots W de sigma étoile, tels que F de W égale I. Donc, si c'est une façon de dire, c'est un changement de point de vue. Ça veut dire, si je veux vous définir une application F de sigma étoile dans Windows, ça revient exactement à vous dire pour quelles entrées elle répond. Ou de façon similaire, pour quelles entrées elle répond. Ben, c'est ce qu'on va faire. Nous, on va parler de langage. Nous, maintenant, on va s'intéresser plus qu'aux mots, plus qu'aux ensembles de mots, aux sous-ensembles de mots. Et à quel sous-ensemble de mots on s'intéresse? À ceux qui sont
décidables, c'est-à-dire à ceux qui correspondent aux réponses oui d'une fonction qu'on peut effectivement calculer. Donc là, on s'intéresse à un sous-ensemble de mots. Et un sous-ensemble de mots, c'est un langage. Un sous-ensemble de mots s'appelle un langage. Donc au final, tout ce qu'on a raconté, définir les fonctions, les applications calculables, ça revient à déterminer les applications calculables, ça revient à déterminer les langages qu'on peut décider. Déterminer quels sont les langages, qu'on appelle décidables. C'est-à-dire le langage tel qu'il existe. Une méthode de calcul effective qui prend en entrée un mot de sigma étoile, W de sigma étoile, et qui répond oui, si et seulement si W appartient au langage à question. Donc c'est un petit changement de point de vue en deux temps. Des applications calculables, je passe aux applications qui répondent oui, non et qui sont calculables. Et au final, je termine par tout ça, je peux le voir en termes de langage, c'est-à-dire quel est l'ensemble des mots pour lesquels l'application en question doit répondre oui. Et je parle qu'un langage, l'ensemble de mots, il est décidable si la fonction qui répond oui pour tous les mots du langage, elle est calculable. Qui répond oui si seulement pour tous les mots du langage et seulement pour les mots du langage, sinon répondant. Et celle-là, elle est calculable par une méthode de calcul effectif. Donc maintenant, on va parler que de ça, des langages décidables, de ceux pour lesquels je peux répondre oui pour tous les mots du langage par une méthode de calcul effectif. Oui pour les mots du langage et non pour les autres mots. En un temps fini, en n'utilisant que des opérations élémentaires, et on va enfin donner un sens à quelles sont les opérations avec lesquelles on va se trouver à jouer. Machine de Turing. Pour commencer un peu. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie introductive? Une question comme ça? Donc, c'est clair pour vous comment on passe de n'importe quelle fonction calculable à langage décidable. Donc, tout le temps que j'ai pris pour vous raconter ça, c'est pour vous dire que même si on va parler que de langage décidable, on n'est pas le lorgnant devant le nez. En fait, on est en train de parler de tout ce qui est calculable dans l'absolu. On arrive à déterminer tous les langages décidables.
on détermine toutes les fonctions calculables de sigma étoile dans sigma étoile. Et tu l'as. Ok, alors là, j'étais censé avoir imprimé des petits trucs pour la suite. Donc maintenant, je vais vous définir la machine de Turing. Mais on me dirait que je ne les ai pas tellement imprimés, en fait. Je vais pouvoir les trouver là. Ok. Vous êtes prêts? Vous avez encore du jus? Ou vous êtes cuit? N'hésitez pas que vous êtes cuit, de toute façon, je vais quand même continuer. Vous allez souffler 5 minutes. On enchaîne. On enchaîne? Ok. Du coup, qu'est-ce que c'est une machine de Turing? On en est là. On attaque, donc on a fait les préliminaires, blablabla. Maintenant, on en est au grand 1, machine de Turing. Qu'est-ce que c'est une machine de Turing? D'abord, définition informelle. Vous connaissez un autre modèle de calcul. Qu'est-ce que vous connaissez comme modèle de calcul assez simpliste que vous avez vu dans vos cours d'avant, si vous avez vu? Oui, les automates. Exactement. Et alors, un automate, qu'est-ce que c'est? On appelle ça aussi souvent un automate à état fini. Vous vous rappelez, un automate, c'est ça. Un ensemble fini d'étapes, un état d'entrée, un ou plusieurs étapes de sortie. Pas de sortie, mais d'acceptation. Et des transitions entre les étapes. Donc, je vais parler d'automates et de machines de Turing déterminées. Qu'est-ce que je mets sur les transitions dans un automate? Je mets les lettres de l'alphabet que je lis. Par exemple, quand l'état initial est ici, quand je lis un A, je vais là. Quand je lis un B, je vais là.
Ici, quand je lis un A, je vais là. Quand je lis un B, je vais là. Ici, on pourrait dire quand je lis un A, je vais là. Quand je lis un B, je vais là. Et quand je suis là, quand je lis un A, je vais là. Et quand je lis un B, c'est bloqué, c'est indéfini. Okay. Ça, c'est un automate à état fini déterministe. Et là, comment est-ce qu'on s'en sert? Donc ça, c'est exactement pareil que ce que je viens de dire là. On s'en sert pour reconnaître les langages. Et comment est-ce qu'on s'en sert? Pour savoir si un mot appartient au langage, on prend le mot, on part de l'état initial, il n'y a qu'un état initial, on lit les lettres, et de façon déterministe, on se balade. Et il y a deux solutions. Soit on est bloqué, au bout d'un moment, soit quand on arrive à lire le mot jusqu'au bout, et quand on termine, on est dans un état final. D'ailleurs, si on est bloqué dans un état final aussi, c'est accepté. Donc la question, c'est, on lit toutes les lettres une par une et on regarde où on est à la fin. Le mieux, c'est quand même de parler de automate complet, déterministe, où il n'y a pas de truc. Donc, quelle que soit la lettre, on peut évoluer. Ça fait la définition plus facile. Donc, on lit le mot en entier, on regarde où on termine. Sur un état final, le mot est accepté. Acceptation du mot. Ou sur un état non final, le mot est rejeté. C'est un modèle de calcul qui définit un langage. Une machine de Turing, c'est pareil. Sauf que, en plus, il y a un truc. Ce truc, ça s'appelle un ruban. Et il est infini. C'est une suite infinie de cases. Dans chaque case, il peut y avoir une lettre de l'alphabet. Okay. Une machine de Turing, c'est un automate qui, en parallèle, a le droit de se balader et d'écrire dans cette mémoire. C'est uniquement ça. Il y a une tête de lecture qui, à un moment donné, est sur une case. Les transitions, c'est plus défini comme ça en mettant une seule lettre du mot qu'on lit. C'est défini par, je suis dans un état de départ, je lis une lettre sur le ruban, en mettant A, je vais écrire une lettre à la place de A, lettre C, et je vais bouger la tête de lecture de un cran, soit à droite, soit à gauche. Parce qu'on écrit en anglais par L ou R. L ou R. Left or right. Donc les transitions maintenant, c'est un triplé. La lettre que je lis sur la tête de lecture, donc c'est plus on gobe les lettres du mot un par un, c'est on lit la lettre sur la case sur laquelle on se trouve. Et on a toute liberté à reprendre après de bouger à droite ou de bouger à gauche. Et en bougeant, avant de bouger, on remplace le symbole qu'on a lu par le symbole défini par la transition qu'on emprunte. Là, je remplace le A par un C, et disons que c'était L, je bouge à gauche. Okay. Donc, on a toujours un ensemble fini d'états, on a des transitions entre les étapes et qui ont un peu une tête différente qui tiennent compte de ce que je trouve sur la tête de lecture sur le ruban. Voilà, c'est ça une machine de Turing. Comparé à ce que vous connaissez, vous devez connaître un autre. Donc une machine de Turing, on peut dire c'est un automate avec de la mémoire. Une mémoire infinie écrite sur un ruban. Vous connaissez déjà un automate avec une mémoire infinie écrite sur un ruban. C'est le deuxième modèle de calcul que vous avez dû voir dans le cours d'automate. Oui. Non, ça en est un autre, mais ce n'est pas celui-là que je pensais. Les automates cellulaires, tu n'as pas de notion de ruban infini. Ouais, plus simple. Oui.
Quoi? Une grammaire. Alors, il se trouve que tout ça, il y a une grammaire qui correspond aux automates et il y a une grammaire qui correspond à l'autre truc que j'essaie de nous faire trouver. C'est les grammaires, alors je ne connais même pas assez bien. Oui. C'est les automates à piles. Les automates à piles aussi, ils ont de la mémoire. Elle est aussi infinie. Vous pouvez empiler sur la pile autant que vous voulez. Par contre, qu'est-ce qu'ils ont de plus restreint que les machines de Turing? C'est la façon de manipuler la mémoire. La façon de manipuler la mémoire, dans les automates à piles, elle est bébête. C'est soit on bouge à droite et on ne touche pas à ça et on écrit un nouveau truc, soit on bouge à gauche et on efface ça, on le remplace par le blanc. Là, on n'est pas du tout obligé de faire ça, on a toute liberté. On peut bouger en remplaçant ou en ne pas remplaçant, parce que il n'est rien interdit d'écrire A à la place de A, auquel cas on aurait changé. Et on peut bouger librement à gauche et à droite. On peut se balader dans la pile comme on veut et changer les symboles qu'on est en train sur lesquels on est. On ne peut pas du tout faire dans un automate à pile. Dans l'automate à pile, on fait qu'empiler et dépiler. Empiler, dépiler. Donc, ça ressemble quand même furieusement. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas uniquement dans le fait d'avoir introduit de la mémoire infinie qu'on va avoir ce pouvoir de calcul qui est total, puisqu'on a dit les machines de Turing, c'est la thèse de Church-Turing, on ne peut pas calculer plus que ça. C'est le fait d'avoir de la mémoire infinie, mais aussi de se donner totale liberté de comment on y accède. Alors, totale liberté, il faut prendre des guillemets quand même. On est à un endroit, on ne dit que d'un cran. Ce n'est pas on saute d'une adresse mémoire à une adresse mémoire comme dans un ordinateur. Oui, mais on va voir après, sauter d'une adresse mémoire à une adresse mémoire, ça n'aide pas. Ok, donc c'est ça de façon intuitive une machine de Turing. On passe à de façon formelle. Définition formelle. Est-ce que sur la définition intuitive, vous êtes OK? La définition formelle, on va voir en quoi elle correspond à la définition intuitive, mais alors ça n'a pas la même tête. C'est moins sympathique. Définition formelle. Une machine de Turing. Alors, j'ai envie de dire que c'est un septuplé, mais comment je l'ai présenté? Moi, j'en ai pris combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça. C'est un septuplé. Et un septuplé. Noté. Ça veut dire c'est un tuple. C'est une liste de 7 trucs. Q, sigma, cette espèce de symbole carré, de U carré, gamma, gamma, delta, petit delta. Grand gamma et petit delta. Marqué Q0 et Q0. Petit Q0 et F. Voilà, c'est 7 trucs. Ça fait moins envie déjà. Donc, il va falloir que vous trouviez l'envie au fond de vous. Donc, une machine de Turing, c'est vraiment 7 trucs. Mais c'est 7 trucs qui font ça. Donc, on va essayer de retrouver quoi correspond à quoi. Donc, pour définir un truc comme ça, en fait, c'est ce qu'elle dit à la définition, il faut définir 7 trucs. Qu'est-ce que c'est Q? C'est quoi? Allez, je commence. C'est un ensemble fini d'états. C'est les états de ce machin-là, de la partie automatique. Un ensemble fini d'états. Q fait les états. Ensuite, sigma, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est un alphabet. Alors, il se trouve qu'il va y avoir 2 alphabets dans cette histoire. Il y a sigma et il y a gamma. Donc, sigma, c'est celui qu'on appelle l'alphabet d'entrée. C'est l'alphabet sur lequel sont écrits
les mots du langage qu'on cherche à décider. C'est le sigma du langage L. Nous, on cherche, je vous rappelle, on s'est ramené à essayer de décider des langages L inclus dans sigma et quoi. Sigma, c'est l'alphabet du langage. Ok, super. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, vous ne pouvez pas le deviner. D'ailleurs, je vois que vous ne le devinez pas. Un symbole spécial appelé le blanc. Ok. Et il se trouve que sur le ruban, on y arrive. Donc, gamma, c'est un autre alphabet. C'est l'alphabet de quoi? Hein? Non, ce n'est pas les transitions. Oui. C'est l'alphabet du ruban. Merci. C'est l'alphabet du ruban. Et l'alphabet du ruban, il est contraint de contenir au moins quoi et quoi? Au minimum, l'alphabet d'entrée et le blanc. Dans le ruban, je vais pouvoir au moins écrire les mots du langage, parce que vous allez voir, c'est comme ça que fonctionne la machine. Elle commence par écrire le mot sur le ruban, et ensuite elle travaille pour voir s'il appartient au langage. Donc il faut que je puisse écrire le mot sur le ruban. L'alphabet du ruban, c'est tous les symboles que je peux écrire sur le ruban. Donc à minima, il faut qu'il contienne l'alphabet du langage. Et il faut qu'il contienne le blanc, parce que le blanc, c'est un symbole spécial qui est initialement présent sur le ruban. Initialement, sur le ruban, il y a le mot plus que des blancs jusqu'à l'infini. Donc, c'est un alphabet tel que, au minimum, gamma, il contient sigma million le blanc. Mais il peut contenir plein d'autres trucs. C'est ça qui est intéressant. Il peut contenir plein d'autres symboles qui ne sont pas dans l'alphabet d'entrée, qui sont des symboles qu'on peut mettre sur le ruban et qui nous servent à travailler. Parce que c'est ça qu'elle va faire, elle va faire du travail, de bouger, d'aller écrire des choses à la place d'autres choses sur le ruban, pour savoir où elle en est dans son calcul. C'est ça qu'il a imaginé. C'est qu'il a imaginé qu'un calcul, c'était gérer un ruban comme ça où j'écris des choses, et en plus, j'ai besoin de savoir dans quel état je suis, c'est-à-dire dans quelle étape de mon calcul je suis. OK. Et ensuite, il nous reste à définir quoi? Delta. Et delta, qu'est-ce que c'est? C'est ce que tu as dit? C'est la fonction de transition, en effet. D'accord? Du coup, c'est bien une fonction. On est dans des machines de Turing déterministes, mais il n'y a pas toujours une transition définie. Vous allez voir dans ce que je vais dire de la définition du fonctionnement de la machine, on peut être bloqué. C'est-à-dire que si on est dans un état avec une configuration du ruban dans lequel il n'y a pas de transition définie, ben on reste comme ça. On ne bouge plus, on est bloqué. Si on est bloqué dans un état acceptant, le mot est accepté. Si on est bloqué dans un état non acceptant, le mot est rejeté. OK. Du coup, ça, c'est une fonction de transition. Qu'est-ce qu'il y a dans ma fonction de transition? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va de quoi dans quoi? Elle va de l'état dans lequel je suis et ce que je lis sur la case du ruban où il y a la tête de lecture. Elle va de ça dans quoi? Dans quel état je vais? Ce que j'écris à la place du truc que j'ai lu, et est-ce que je vais à gauche ou est-ce que je vais à droite? LR. Non, c'est les croix. 3, LR. Comme ça, je l'avais mis. Et comme ça, je l'avais mis magnifique. Question. Moi, je ne reconnais pas du tout la machine d'à côté. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans la fonction de transition, il y a 5 trucs qui déterminent une transition. Il y a l'état d'où je pars, le symbole que je lis sur la tête de lecture, l'état où j'arrive, le symbole que je remplace, et est-ce que je bouge à gauche ou à droite? Donc là, moi, j'en vois 5. 1, 2, 3, 4, 5. Là-dedans,
On n'écrit que 3. Comment cela se passe? Oui. Et oui, mais il y en a deux qui sont cachés dans cette représentation graphique. C'est la flèche, elle a justement un état de départ et un état d'arrivée. Donc en fait, ces deux trucs-là sont codés par la flèche. Ce que j'ai écrit sur l'arc, sur la flèche, c'est ces trois trucs-là. Okay, le symbole que je lis, celui par lequel je remplace et la direction dans laquelle je prends. La tête de la flèche. Ok, très bien. Donc ça va. Jusqu'à maintenant, ça a l'air de ressembler à ce que j'ai défini. Il nous faut un état d'où partir, un seul. C'est le plus zéro, justement. C'est l'état initial. L'état initial, celui dans lequel on commence le calcul. Et il nous faut des états acceptables, des états finaux. C'est pour ça qu'on les appelle par F, je pense. Je dis comment? Ensemble des états finaux. Ouais. Ensemble, moi je ne vais pas dire ça, ensemble des états acceptables. Mais voilà ce que signifient les 7 trucs. Une fois que vous avez défini tout ça, vous avez défini la machine. Vous n'avez pas encore défini comment marche la machine. Mais vous avez spécifié entièrement tous les données dont il y a besoin pour connaître la machine. Après, il faut savoir comment ça marche, ce style de machine. Okay? Donc, juste pour compléter ça, il faut quand même déjà lire comment ça marche. Il y a deux étapes dans dire comment ça marche. D'abord, il faut dire le sens comme terme de transition. Le sens d'une transition est quel sens ça a? Donc, le sens d'une transition qui serait par exemple QI, comment je vais noter les lettres? Je vais noter peut-être X. QI, à QX fait correspondre QJ, Y, ça je vais l'appeler alpha, la direction dans laquelle on bouge. Le sens d'une transition comme ça et je suis dans l'état, la machine. Enfin, moi non plus, pas s'identifier trop aux machines. La machine est dans l'état QI et la case du ruban pointée par la flèche de lecture, pointée par la tête de lecture, contient un X. Non, la machine de main, je suis dans l'état QI, je lis un X sur la tête de lecture, et la machine évolue alors, et la machine évolue alors en passant dans l'état J, en écrivant Y à la place de X dans la case du ruban pointé par la tête de lecture, pointé
et en bougeant la tête de lecture de une case, une seule, dans la direction alpha, avec alpha qui appartient à gauche-droite. Okay? C'est ça le sens d'une transition. Donc là, on a la règle d'évolution de la machine. Pour décrire entièrement le fonctionnement de la machine, il ne reste plus grand-chose à dire. Il faut dire quel est son état initial, comment est-ce qu'elle évolue en choisissant les transitions qu'elle applique, et comment est-ce qu'elle accepte ou est-ce qu'elle refuse un mot. OK. Donc, du coup, nous, le petit delta, là, le petit delta, pour nous, ça sera une énorme table. Delta, ça sera ça. On va la donner, on va décrire delta par une table de transition. Qui ressemble à quoi? Une table de transition qui aura du coup 5 colonnes. La première, c'est un état, une lettre de gamma, un autre état, une lettre de gamma, un gauche-droite. Et dedans, c'est les transitions de cette forme-là, les QIX. Donc, par exemple, QIX, QIY, gauche-droite. Ou bien Q3A, Q2, B, droite. Okay. C'est une suite de 5 couplets comme ça, qui sont les transitions. Un état, une lettre du ruban, un état, une lettre du ruban, gauche-droite. État. Fini. Donc, fini le transition. J'insiste sur le fait que les machines qu'on considère sont déterministes. Mais incomplètes. Donc, c'est-à-dire que, quel que soit en français, pour tout Q, X, il existe au plus un triplet Q', X', alpha, avec alpha qui appartient à la gauche droite. Et pour tout état symbole lu, il existe au plus une façon d'évoluer, mais pas nécessairement une.
Delta est une fonction, ce n'est pas forcément une application, c'est une fonction de transition. Donc il y a des fois où on est bloqué. Par contre, il en existe au plus une. D'accord? Ce n'est pas non déterministe. Vous ne pouvez pas suivre deux transitions possibles à partir d'un état, un symbole que vous lisez sur la tête de lecture. Il n'y a toujours qu'au plus une façon d'évoluer qui est définie. S'il n'y en a pas, vous arrêtez l'exécution de la machine. OK, alors comment est-ce qu'elle marche, une machine? On peut mettre ici un petit tas. Ouais, comment j'aurais pu dire? Constitution de la machine. Une machine de seule. On va passer au petit b, qui est le fonctionnement de la machine. Une belle machine comme ça. On vient de finir le petit A. Le petit b, c'est fonctionnement d'une machine virtuelle. OK. Comment ça fonctionne? Il faut savoir dans quel état ça part pour commencer. Alors, initialement, le mot W qui appartient au langage, pour lequel on veut décider si oui ou non. Je n'aurais pas dire il appartient au langage, on ne sait pas, c'est ce qu'on veut décider. Le mot W pour lequel on veut décider si oui ou non il appartient au langage, il est placé au début du ruban. Le mot W, je vais le noter, W1, W2, jusqu'à WK, où K est la longueur de W. Il est placé au début du ruban. Et il est suivi d'une infinité de blancs. Et la tête de lecture est sur la première case du ruban. Et quoi? Alors, si vous suivez, ce qui manque à spécifier, je vous ai vu là. Donc, le mot est placé comme ça sur le ruban. Jusqu'à W4. Après la dernière lettre du mot, il y a une infinité de blancs. Sur le ruban, il n'y a plus que des blancs.
Le blanc est placé au début du ruban, il est suivi d'une infinité de blancs. La tête de lecture est sur la première case du ruban. J'ai fait tout le premier truc que j'ai écrit. Qu'est-ce qui manque à spécifier pour savoir dans quel état est la machine? Dans la configuration initiale. Oui. Ouais, non, vas-y, non, vas-y. Non, non, on n'est pas parti encore. On décrit de comment on part. Dans quelle position on part. On part comme ça, il manque un truc à dire. Oui, dans quel état on est? Dans l'unique état initial. On a pris un Q0, il y en a qu'un. Et la machine est dans l'état Q0, dans l'état initial Q0. Dans l'unique état initial Q0. Okay? Donc, on part comme ça, avec la machine qui est dans l'état initial Q0. On en est là. OK? C'est ça la configuration initiale de la machine. OK. Premier point, oui. Oui. Avec tout le monde, il n'y a pas de ruban. Ah oui, dans le cours d'automate, vous avez fait une machine avec des rubans infinis des deux côtés. Alors, votre ordinateur, il est fini d'un côté ou des deux côtés? Ouais. Les deux définitions existent. Les deux définitions sont acceptables, peut-être. Laquelle colle le plus à la réalité? L'ordinateur, il est fini d'un côté ou de deux côtés? Il est fini, donc il n'est pas infini. Donc, on ne va pas trancher laquelle est la bonne définition par rapport à ça. Après, tu aurais pu prendre infini des deux côtés. Moi, je n'ai pas pris ça. Mais c'est une question importante. Pourquoi je n'ai pas pris ça? Parce que pour moi, infini d'un côté, c'est déjà bien infini. Et déjà, ça n'existe pas dans la réalité. Comme on vient de dire, on n'a pas d'implémentation d'une machine de Turing. Donc, premier point, une machine de Turing, ça reste un modèle théorique. Il n'y a pas de machine avec une mémoire infinie. Moi, je n'en connais pas. Par contre, remarquez bien que c'est simulable dans notre monde terrestre parce qu'à chaque instant de son évolution, la machine, elle a fait un nombre fini d'étapes, donc elle est allée jusqu'à un endroit fini du ruban. D'accord? Donc en fait, à chaque instant, vu qu'initialement le ruban, il n'y a que des blancs, c'est-à-dire il n'y a pas d'information dans l'infinité du ruban, à chaque instant, la quantité d'informations qu'elle stocke, elle est finie. Donc on peut toujours simuler une exécution si on a une machine de taille finie, mais assez grande pour contenir toute cette exécution-là. Une exécution donnée ne va jamais utiliser une infinité de trucs. Elle va utiliser une partie finie du ruban. Donc c'est infini, mais c'est simulable par un truc fini. Bon, donc pour moi, c'est plus simple de le prendre infini des deux côtés, conceptuellement. Et du coup, moi, la question qui m'intéresse, que tu soulèves, c'est, j'ai commencé par dire de suite que ça allait capturer tout ce qu'on peut calculer. Mais du coup, ça, j'ai envie que ce soit le truc le plus puissant qu'on peut avoir, qu'on peut imaginer, quoi. Donc peut-être, si je le prends infini dans les deux sens, ça va être plus puissant. Ça ne peut pas être moins puissant, en tout cas. Si tu prends infini dans les deux sens, ça ne peut que calculer plus. Bon, peut-être aussi, je peux prendre deux rubans. Même deux rubans infinis dans les deux sens. Voire même trois rubans infinis dans les deux sens. Un certain nombre de rubans. Quatre. Donc fini. Infini dans les deux sens. Je ne peux mettre pas une seule tête de lecture. Peut-être que je peux en mettre deux. Trois, quatre. Non plus.
Du coup, la question que je me pose, c'est Turing, est-ce qu'il ne s'est pas arrêté un peu tôt, quoi? Peut-être moi, je prends sa machine, je mets des rubans inclinables de sens, j'en mets pas un seul, j'en mets 4. Je prends un nombre fini de têtes de lecture par ruban. Le Turing explose. Je calcule beaucoup plus que ce que calculait sa machine. Vous savez que je suis un génie, mais je n'étais jamais arrivé jusqu'au point où je le voyais vraiment. Mais j'avais la conclusion, j'avais l'intime conviction intérieure de moi, mais ça ne se réalisait jamais. Ah, enfin. Mais la question se pose vraiment. Pas de savoir que c'est un génie. Ça, je pense que l'histoire a montré que non, pour ça peut toujours changer. Mais de savoir si je fais toutes ces extensions dont on vient de parler, est-ce que la machine, elle va vraiment calculer tout ça? Et alors, il se trouve que c'est bien fait. C'est pour ça que la thèse de Turing, c'est un des arguments forts en faveur de la thèse de Turing, c'est que quand vous essayez d'augmenter le modèle des machines de Turing, vous obtenez des modèles qui ne sont pas plus puissants. Donc, infini de sens, on peut prendre ça, ça ne calcule pas plus. Plusieurs rubans, ça ne calcule pas plus. Plusieurs têtes de lecture, je crois que ça se fait aussi, ça ne calcule pas plus. Déjà, il faut définir qu'est-ce que c'est la préparation, mais ça ne calcule pas plus. Donc ça, c'est un argument assez fort. C'est-à-dire que, quelque part, les machines de Turing, à la fois, c'est minimaliste, mais à la fois, toutes les directions d'extension qu'on peut imaginer ne donnent pas plus de pouvoir. Donc, ça laisse penser que, ouais, peut-être ça, ce petit truc minimaliste, c'est déjà tout. Donc, ça, on va en parler. On va envisager concrètement comment est-ce que je peux simuler, avec une machine en ruban infini dans une seule direction, comment est-ce que je peux simuler les extensions dont on vient de parler. Simuler un ruban infini dans les deux directions, simuler plusieurs rubans, etc. Et c'est pour ça, c'est comme ça qu'on montre qu'elles n'ont pas plus de pouvoir. Donc ça, c'est le premier argument en faveur de la thèse de Turing. Le deuxième argument, c'est que quand on essaye de faire des modules de calcul qui ne sont pas des extensions dessus, donc des trucs qui n'ont rien à voir, comme le lambda calcul, comme les fonctions récursivement énumérables, on peut encore montrer qu'elles calculent exactement la même chose que les machines de Turing. Okay. Donc, ça donne l'intuition que cette thèse elle est quand même assez bien fondée. C'est-à-dire que on peut prendre le problème avec des visions complètement différentes, on retombe sur le même truc. Quand j'ai pris une vision donnée, j'essaye de l'augmenter comme un super Robocop de plein de capacités supplémentaires, ça ne fait pas de capacité en fait. Donc on commence à dire oui, c'est peut-être vrai. Ça, c'est votre conclusion. Okay. C'est un peu les deux seuls arguments pour essayer d'étayer cette thèse. On dit, c'est pas une démonstration. Moi, je peux encore vous dire deux choses, mais il y a plein d'autres. Est-ce que je vous les dis maintenant ou pas? Parce que là, je vois que vous commencez tous à ranger. Là. Donc, je sens le message que c'est l'heure de partir. Et oui, c'est l'heure de partir, en effet. Donc, je reste en suspens comme ça. Donc, la prochaine fois, qu'est-ce qu'on est un peu en plein là. On est un peu en plein milieu de, il faut dire, la machine, comment elle évolue et quand est-ce qu'elle accepte ou pas oméga. Quand est-ce qu'elle décide que oméga appartient au langage ou pas. Mais on peut le garder pour la prochaine fois. Ça fera un bon redépart de comment marche la machine. Okay. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine en espérant qu'il n'y ait pas de grève cette fois et que ça soit plus simple pour tout le monde de venir. Ok, j'arrête.